Il faut tweeter, il faut tweeter. Du coup, premier Lao Summer Talk live, donc sur YouTube. On va voir ce que ça va donner. Cette semaine, on a le droit à Maxime. Maxime qui va nous présenter un sujet un petit peu technique. Ça va être sur le SQL et Doctrine. Donc c'est du développement web. Et puis voilà. Je vous laisse avec Maxime. C'est quoi le lien du stream? Tu l'as reçu par mail. Tu l'as reçu par mail. Pardon. Allez. Attendez, bon talk. Quand même, on va pas gâcher la con. Mais si. J'imagine pour tous les viewers. Alors du coup, oui mon truc bien. Du coup, non, pas ça, non. Si. je débouche pas. L'ouvrir et le fermer. Non, je déboucherai pas. D'accord. Donc une petite conf sur un petit talk sur mieux utiliser SQL et Doctrine parce que je me suis aperçu que on faisait plein de trucs pas top sur les derniers projets sur lesquels on a travaillé et qu'on a des problèmes de performance. Du coup, je vais déjà énoncer la problématique. Ensuite, je vais faire un rappel SQL, donc là c'est purement SQL. Et ensuite, en dernier, des petits tips sur Doctrine pour exploiter ce que j'ai dit. Donc la problématique, c'est que on utilise un ORM, nous principalement, Doctrine. Du coup, on voit plus trop ce qui se passe niveau requête, c'est un peu tout généré. Et généralement, on se contente de dire à Doctrine, on veut ça, et puis on laisse gérer. Et du coup, voilà, c'est pas tout le temps idéal ce qui nous vénère. Ensuite, on fait de plus en plus de requêtes très complexes. Et l'idée, ça serait donc de déporter un maximum de calculs côté SQL et aussi d'augmenter les performances de ces requêtes complexes. Donc des rappels SQL en premier. Donc qu'est-ce qui est lent quand on fait une requête? Qu'est-ce qui nous plombe nos performances? C'est qu'on essaie de sectionner beaucoup trop de données, quand on essaie de faire trop de calculs, et souvent trop de calculs sur trop de données, et quand on essaie de faire des clauses sur des colonnes qui ne sont pas indexées. Parce que généralement on se contente de laisser les index que Doctrine nous, mais des fois on peut en ajouter plus. Oula. Donc les solutions que je vais essayer d'aborder aujourd'hui. Comprendre comment fonctionne SQL, mieux comprendre comment il fonctionne. Ça va, une fois qu'on aura compris, ça va nous permettre de mieux gérer nos requêtes. Optimiser nos requêtes, mieux filtrer, donc ça c'est tout ce qui est pour les back-office. Souvent on a pas mal de filtres et il y a le moyen de gérer ça un peu mieux. Utiliser mieux les index. Et toujours penser au nombre de lignes. Nous, on travaille beaucoup en objets, et du coup, on se concentre sur les objets qui vont nous être envoyés. Mais derrière ces objets, tu as un nombre de lignes, en fait. Un nombre de lignes retournées par SQL, qui n'est pas tout le temps équivalent au nombre d'objets. Des fois, il y a beaucoup plus de lignes. Et du coup, ça fait travailler beaucoup plus SQL que ce qu'on peut penser. Premier gros rappel. L'ordre des exécutions des parties de chaque requête. Donc une requête, généralement, nous on fait un select, suivi d'un from, éventuellement de left join, des group by, tout ça, et ça se fait pas dans cet ordre-là en fait. Ça se fait déjà en premier les from et les join, ensuite il fait les where, ensuite il fait les group by, ensuite il fait les having, ensuite il fait les select, ensuite il fait les order by, et par-dessus tout ça il fait les limites. Donc ça veut dire qu'à chaque étape, en fait, il va appliquer un traitement sur le résultat de l'étape précédente. Donc en premier, le from et le left join. Donc première chose à bien regarder, c'est bien choisir entre le inner et le left join. La différence, c'est que quand on va joindre deux tables, s'il n'y a pas de jointure faisable, le left join va nous renvoyer nul pour toutes les colonnes joignables. Et le inner join va pas nous renvoyer de ligne s'il n'y a pas de jointure possible. Donc c'est un truc à réfléchir parce que du coup ça nous renvoie beaucoup moins de lignes dans un cas que dans un autre. L'inner join, c'est en Doctrine, c'est le join.
En doctrine, tu peux faire inner join ou join, ça fait un inner join. Il y a aussi le right join qui fait l'inverse du left join, mais ça on l'utilise jamais. Et le full join, là, il va joindre toutes les lignes qui correspondent ensuite. Mais ça, pareil, on l'utilise jamais. C'est pour ça que j'ai mis entre parenthèses. Et maximiser le filtrage le plus haut possible, dans les steps les premières possibles. Donc, filtrer sur le on. Je vais avoir un exemple juste après. Voilà. Donc là, on voit qu'on peut faire de deux façons différentes pour sélectionner des articles en joignant sur le user et on veut un user particulier. Donc on peut le faire comme ça. Donc là, je join sur mes users. Donc là, utiliser un inner join, il va me renvoyer que les articles qui ont un user. Ensuite, c'est le user que j'ai choisi, ça. Tu vois, faire la liaison, c'est ma jointure. Et je veux que les articles des users actifs. Donc actif égale true. Ça, je le mets dans le where. Et ben, l'optimisation là, c'est de mettre dans le on. Là, je vais refaire ça. Il va me joindre en fait tous les articles qui ont un user actif. Au final, j'aurai les mêmes lignes, mais la condition sera faite plus haut par rapport à la liste là. Et du coup, si j'ai des trucs qui se passent dans le where ou dans d'autres jointures, il se basera déjà sur un nombre de lignes restreint par le premier join. Pour faire ces clauses. C'est significatif, ça, en tête Sur des très grosses données, oui. Sur une table où il y a beaucoup de lignes, c'est très significatif. Ouais. Après, ça dépend aussi, là c'est un exemple tout simple, mais ça dépend ce que tu mets comme haute jointure derrière et comme autre where derrière. En fait, le principe c'est qu'à chaque étape, t'es le nombre minimum de lignes pour l'étape suivante, tu vois. Pour que les clauses de l'étape suivante s'appliquent sur un minimum de lignes. Parce que c'est ça qui est coûteux en fait, de faire des clauses. Donc ensuite, le where, petit rappel, dans un where, vous n'avez jamais accès aux colonnes créées dans le select. Donc un exemple. Là je sélectionne un username et je l'alias avec login. Et bien le login ici, j'y aurai pas accès. Si je fais des sous-requêtes ou qu'il paraît que je les alias, ou je fais des concats et je les alias, j'y aurai jamais accès ici. Pourquoi? Parce que dans le schéma que j'ai montré précédemment, le where arrive avant le select. Le select, il l'a pas encore fait en fait quand il fait le where. Donc ce qu'il faut faire, c'est qu'à chaque fois, il faut réutiliser des colonnes qui sont dans le from. From se passe avant le where. Ensuite, le group by en troisième. Donc le group by sert à grouper plusieurs lignes en fonction de colonnes et d'utiliser des agrégations. Donc faire des sommes, des moyennes, des comptes, des minimums, des max. Et toutes les colonnes qui ne sont pas agrégées via une de ces méthodes doivent être groupées. Sinon, ça ne marche pas. Donc un exemple. Là, je sélectionne des noms et des montants dans une table de commandes. Quand je les groupe avec un somme, on voit qu'il a réduit en fait le nombre de lignes. Il a pris toutes les lignes Jérémy, il a fait la somme avec ça. Il a pris toutes les lignes Tristan, hop, il a fait la somme avec ça. En dernier, en quatrième, le having. Donc c'est très similaire au where. On peut mettre exactement la même chose que dans un where. Seulement en plus du where, il supporte les agrégats. Donc ce qu'on a vu ici. On peut faire des sommes et des counts dans le having. Ce qu'on ne pouvait pas faire dans le where puisqu'on n'avait pas encore fait le group by. On n'a toujours pas accès au select. Aux colonnes créées dans le select, parce que le select n'a pas encore été fait non plus. Et c'est généralement utilisé par le group by, avec le group by, puisque sa seule supériorité par rapport au where, c'est de pouvoir utiliser les agrégats.
Mais on pourrait très bien remplacer tout nowhere par des having, ça ferait la même chose. Donc un exemple. Voilà. Là j'essaye de faire la somme que j'alias en total. Bon bah là je peux pas faire having total supérieur à 200, parce que total n'a pas été. La colonne là elle n'a pas encore été créée. J'ai oublié de remettre un somme ici. Donc il calcule 2 fois la somme. Quand vous faites ça, ça réfléchir. Il a calculé une première fois pour la ligne, il a calculé une deuxième fois pour le select. Ensuite le select, bon bah là, pas grand chose à dire, hein. Faut sélectionner les colonnes. Je pense que vous connaissez tous le truc. Ensuite il fait le order by. Donc dans l'order by, comme le select on l'a fait juste précédemment, là on a accès aux colonnes aliasées. Et on peut order by plusieurs colonnes. Là il faut bien penser que le order by il va se faire sur tous les résultats du précédent. Donc si vous sélectionnez 1000 lignes de table et que vous faites un order by, lui il va ordonner 1000 lignes, même si vous en sélectionnez, enfin même si après vous faites un limite. Donc ça peut être assez coûteux aussi. Donc par exemple, un exemple bateau de order by, la multicolonne, order by montant croissant et non décroissant. Donc on voit bien que c'est croissant au niveau du montant. Et là on voit qu'il a mis Tristan avant Jérémy, parce qu'ils ont le même montant. Parce que j'ai mis nem en décroissant. J'aurais mis nem en croissant, il aurait inversé. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs là. Non, là j'ai inversé, là je trie par nem. Donc déjà il va mettre tous les Jérémy, ensuite tous les Tristan, et ensuite par montant. C'est pour ça que le 39 arrive avant le 29. Les limites, donc exécuter tout en dernier. Du coup en fait, le limite va s'appliquer sur toutes les lignes que vous avez sélectionnées. Et même si vous avez dit, bah, je prends par exemple que les 10 premières lignes, s'il y a un calcul coûteux dans votre requête, il va l'exécuter sur toute la table avant de faire son limite, pas que sur les 10. Lui, il exécute toute sa requête sur toute la table et ensuite il prend les 10 premiers. Et c'est assez dangereux quand vous avez des relations, des jointures NN ou même 1N. Là, votre ligne va apparaître plusieurs fois pour chaque jointure. Donc si vous faites, par exemple, sélectionnez tous les articles et vous faites une jointure sur des tags, il y a plusieurs tags pour un article, votre article va apparaître plusieurs fois. Donc si vous faites une limite 10, vous avez 10 tags, bah, vous allez retrouver qu'un seul article. Ça, c'est une erreur qu'on a beaucoup en doctrine, parce qu'en doctrine, ça nous retourne des objets. Donc on se dit, bah, pourquoi il m'a retourné qu'un seul objet alors que j'ai sélectionné 10? Parce qu'en fait, il a sélectionné 10 lignes, et pas 10 objets. Donc, un exemple de limite qui redit ce que je viens de dire. Des petites commandes qu'on utilise, enfin que j'ai rarement utilisées, qui fonctionnent très bien en doctrine. C'est le all, par exemple, qui permet de faire une comparaison avec l'ensemble des résultats d'une sous-requête. Donc par exemple, il n'y avait pas un truc là? Si, voilà. Avant le all, le NI, donc qui permet de faire une comparaison avec au moins un résultat d'une sous-requête. Donc c'est équivalent à un where id égale NI, c'est équivalent à un where in. Voilà, on peut faire ça a exactement le même résultat. Donc là, ça va vérifier que mon ID correspond à un des ID que je vais sélectionner dans ma sous-requête. Le all, là, il va vérifier que ma query
comparaison est bonne pour tous les résultats de ma sous-requête. Donc ça peut être pratique pour faire, par exemple, c'est surtout pratique pour des supérieurs, je vois pas dans quel cas ça pourrait être utilisé avec un égal, un supérieur, inférieur. Là, il va vérifier que cette comparaison-là, elle match dans tous les résultats de la sous-requête. Le existe, donc il va vérifier que la sous-requête renvoie un résultat, tout simplement. Donc voilà, après quelques rappels, j'ai passé sur des petits tips doctrine, purement doctrine, qui vont exploiter en partie ce que je viens de dire. Petit rappel sur les jointures. Bon, ça on a déjà discuté plein de fois, donc je pense que vous êtes au fait. Quand vous faites une jointure, si vous ne sélectionnez pas les alias de vos jointures, bah, la jointure se fait pas. Enfin, la jointure se fait, mais c'est pas retourné dans les résultats. Donc, faut y penser. Donc, premier type d'optimisation, ne retournez que les données utiles. Nous, on est habitué avec Doctrine de dire bah vas-y, sélectionne-moi tous les articles ou, en faisant des jointures de malades de partout, alors que finalement, ce que vous voulez, c'est peut-être juste l'idée puis le nom d'article. Faire une liste d'articles. Ça sert à rien de tout sélectionner. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme solution? Il y a le fetch mode. Le fetch mode qui permet de dire à Doctrine est-ce que tu dois hydrater toutes les relations ou les hydrater que quand j'y fais appel. Le mode d'hydratation, donc là c'est pour savoir si vous retourne une liste d'objets, une liste de tableaux, ou si vous faites de la custom hydratation aussi. J'en parle un peu plus tard, il me semble. Partial object, c'est un peu un mix des deux. Disons que si vous ne pouvez pas vous passer de l'objet parce que vous avez des méthodes dessus que vous avez besoin, mais que vous avez besoin de juste 2-3 champs dans l'objet, puis que le reste c'est pas vraiment utile. Donc préfixez votre section par partial, et entre accolades mettez juste les champs que vous avez besoin. Et là il va hydrater que ces champs-là, les autres il va pas les prendre. Donc hydratation, là c'est un conseil pour les listes surtout, pour les admins. Quand vous faites des listes d'objets, c'est mieux d'utiliser le mode hydratation en tableau ou faire un custom hydrateur, parce que là il risque d'hydrater potentiellement, bon, si on fait des listes d'une quinzaine d'objets c'est pas très grave, mais des fois on fait des listes de 100 objets, 200 objets. S'il doit tout hydrater, c'est vraiment très long. C'est ce qui coûte beaucoup l'hydratation dans la requête. Surtout si vos objets sont complexes. Ne pas hésiter à faire des sous-requêtes. Voilà, pour par exemple ici, compter le nombre d'articles qui sont liés à une catégorie. On peut le faire de deux façons, soit on fait avec un group by, soit on fait avec une sous-requête. Il y a des cas où la sous-requête est beaucoup plus performante que le group by. Surtout quand il y a beaucoup de données. Si vous avez vraiment beaucoup d'articles et beaucoup de catégories, ça va vous retourner une liste une liste de lignes énormes, et ensuite il va falloir qu'il les groupe. En fait. Alors que si vous partez là-dessus, avec une sous-requête, lui il va aller chercher toutes les catégories, et après pour chaque catégorie il va faire une sous-requête pour compter le nombre d'éléments. Ce genre de truc là c'est optimisé parce qu'il y a des index sur l'idée, vous sectionnez que les idées ici, c'est beaucoup plus optimisé que ça, quand il y a beaucoup de requêtes, quand il y a beaucoup de lignes dans le résultat. Donc un exemple ici, voilà, c'est typiquement le truc qu'on fait souvent. Je sectionne tous mes articles, mes catégories, mes tags, avec des jointures, et après bah, je vais faire un article get tag, get count. Ça finalement c'est assez bête parce que lui il va hydrater tous ses tags, ou finalement juste vous voulez afficher juste le nombre de tags qu'il y a. Donc pour ces cas-là, il faut mieux faire un truc comme ça. Je sélectionne, j'ai besoin juste du nom de mon article, du nom de ma catégorie, et puis du nombre de tags. Donc, tout le temps essayer de savoir ce qu'on a besoin, les champs qu'on a besoin, et faire une requête qui aille chercher que ça.
C'est là qu'on gagnera le plus de temps. Gros pan de code qui nous amène beaucoup de perte de performance, c'est le KNP Paginator, surtout quand on a des très grosses données, beaucoup de données. Du coup, pourquoi c'est lent? Je vais expliquer pourquoi c'est lent et ensuite je vais expliquer comment le corriger. Donc c'est lent parce que quand vous faites une requête et que vous la paginez avec le KNP Paginator, lui ce qu'il prend, c'est il prend votre requête, il la met dans un count, il exécute toute votre requête, donc c'est une requête compliquée, il exécute sur toute la table. Une table où il y a 100 000 résultats, il va sélectionner 100 000 résultats, il va foutre ça dans un count et il va compter combien il y en a. Ensuite, il va faire sectionner les primary keys des 10 premiers ou des 10 secondes en fonction de votre pagination pour la page courante. Et ça c'est pareil, il va exécuter, il va remplacer tout ce qu'il y a dans votre select par juste un select ID, mais tout ce qu'il y a dans where et tout ça il va garder. Les jointures et tout ça il va garder. Alors finalement vous n'avez pas forcément besoin. Et ensuite il va reprendre votre requête en ajoutant un where in les ID qu'il a trouvé dans la requête précédente. Voilà. Donc ça, si vous avez vraiment beaucoup de données, ça peut être très très lent. La solution, c'est d'utiliser le Paginator Subscriber Event et du coup de faire sa pagination à la main. Donc vous allez écrire une requête qui va compter, une requête minimaliste. Donc minimaliste dans le sens où toutes les jointures que vous faites pour sélectionner vos colonnes qui ne sont pas utiles à filtrer pour compter le nombre de résultats, vous les dégagez. Vous prenez que les jointures si vous avez des filtres. Par exemple, je veux compter le nombre d'éléments qu'il y a le nombre d'articles qui ont telle catégorie, ben là je suis obligé de joindre sur catégorie parce que je dois filtrer dessus. Par contre, joindre sur les tags, sur les users, les auteurs de l'article, si vous ne filtrez pas dessus, ça sert à rien. C'est de la perte de performance. Ensuite, sélectionnez vos primary keys, pareil. Même conseil que pour le comptage, vous sélectionnez que les jointures que vous avez besoin. Et ensuite, vous écrivez votre requête de section des données. Et vu qu'en fait, vous avez déjà sélectionné vos idées avec vos filtres dans la requête précédente, vous n'avez pas besoin de remettre les jointures et les filtres, les where et tout ça dans votre requête de section, ça sert à rien puisque les idées qui sont dans le where in sont déjà filtrées. Il n'y a que ces idées-là qui sont sélectionnées. Donc finalement, dans cette requête-là, vous faites que vos jointures sur les colonnes que vous voulez effectivement retourner. Et les calculs compliqués potentiellement. Un autre tip, c'est sur les cascades. Nous, on utilise principalement les cascades de doctrine. Les cascades de doctrine, c'est quoi? C'est les arrobas. Je crois que j'ai un exemple là. Les arrobas one-to-many ou many-to-many. Voilà. Ici, cascade remove, ça veut dire que je vais dire à doctrine, quand tu me détruis cet objet-là, tu me détruis le parent. Enfin, quand tu détruis l'enfant, tu me détruis le parent, etc. C'est beaucoup mieux d'utiliser les join colonnes donc qui disent au SGBD de le faire lui. En fait. C'est directement SQL qui va détruire les lignes. Alors les avantages et les inconvénients de chacune, c'est que si vous le faites directement sur le SGBD, c'est beaucoup plus rapide, parce que ça ne fait pas appel à la doctrine. Mais l'inconvénient, c'est que vous n'avez pas d'event de cookie lancé. Parce que c'est directement en base de données que ça va supprimer les lignes. Donc après, ça à vous de doser si vous avez besoin d'événements sur la destruction de tel ou tel objet. Typiquement, un objet qui a un fichier, par exemple, vous êtes obligé de passer par un événement de doctrine parce qu'il faut aller supprimer le fichier sur le disque. Alors, par contre, si vous supprimez, je sais pas, des tags où finalement ils sont liés à rien, là vous faites-le directement en base avec le join column.
Ça passera pas par doctrine, et ce sera beaucoup plus rapide. Ah mais c'est la fin. Des questions? J'ai oublié le slide des questions. Camille est perplexe. Moi j'en ai, mais c'est juste du SQL, c'est. J'ai jamais compris la différence entre left join, right join, merge join. Alors, ouais, j'ai expliqué vite fait parce que je pensais que les autres connaissaient, mais. Oui. En fait, quand tu vas joindre une table à une autre, tu vas voir sur la même ligne les résultats de la ligne de ta table A et la ligne de ta table, les colonnes de ta table B. Et en fait, si par exemple tu joins des articles à une catégorie, tu vas avoir les colonnes de ton article, les colonnes de ta catégorie qui correspondent sur la même ligne. Et si tu as un article qui n'a pas de catégorie, si tu fais un left join, les colonnes de ta catégorie seront annulées. Si tu fais un inner join, lui il va dire bah je peux pas faire de jointure, donc cette ligne-là je la retourne pas. Et si tu fais un right join, c'est l'inverse. Si tu as une catégorie qui n'a pas d'article, il va te la retourner et les colonnes de l'article seront annulées. Et ensuite il y avait le full join, là il s'en fout, il joint. S'il y a des articles qui n'ont pas de catégorie, des catégories qui n'ont pas d'article, il va tout. Okay. Merci. Est-ce que le CRIM prend en charge maintenant tout ce qui est union et choses comme ça? Les unions, Doctrine, il les prend en charge si tu fais des queries natives. Mais si tu utilises l'ORM, les query builders, ça marche pas. Et du coup, moi, ce que je fais, c'est que je fais un query builder pour une requête, un query builder pour une autre requête. Je fais un get SQL dessus, il me retourne le SQL. Et après, je les concatène ensemble avec un union entre les deux. Okay. Voilà, si tu veux utiliser les query builders. Après, il y a une histoire, il faut mapper les champs, enfin, il faut merger les paramètres pour ensuite les remapper à l'intérieur. C'est un peu du bricolage, mais il n'y a rien qui gère nativement les unions, malheureusement. Bon, merci. Bah, du coup, merci Max. Max, si tu veux. Du coup, j'espère que ça vous a plu quand même. Moi, personnellement, j'ai trouvé ça super intéressant. N'hésitez pas à suivre Max sur Twitter, c'est marqué à peu près ici. N'hésitez pas à suivre Elao si vous voulez être tenu au courant des prochains talks et puis de toute l'activité d'Elao. De toute manière, on fait plein de trucs cool, donc n'hésitez pas, on a des jeux, on est géniaux. Et puis, du coup, on va se voir sans doute la semaine prochaine pour le prochain Elao Summer Talk. Donc, on se dit jeudi prochain, à peu près dans les mêmes eaux, donc 13h. Allez, ciao. Des bisous. Des bisous.